c'est ouvert, tiens. On était plus... À la chapelle des Capucins était le réfectoire des Capucins, et le bâtiment en prolongement de derrière était les cellules des Capucins. Quand le vicomte est venu s'installer ici, ils n'étaient pas croyants. C'est le vicomte qui a fait venir les Capucins pour que ça devienne chrétien.
le bateau il n'est pas tout à fait plat, il est comme ça. On a un fond plat, c'est pratique, hein, mais alors il faut qu'on soit vraiment à plat pour passer. Donc vous allez voir que c'est un peu compliqué. On est un peu à la bourre, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on est resté 5 minutes à trouver un passage dans les cailloux. La fastoche. Donc c'est pour ça évidemment. Et tout à l'heure, je ferai venir du monde ici, pour appuyer un peu à l'avant. Notre raconteur d'histoire, votre capitaine et mon capitaine c'est Abel. Il est en train de faire un petit signe avec la main, donc tout va bien. Voilà, il conduit à une main lui, pour l'instant ça va. Donc voilà, de nous deux c'est lui qui a le boulot le plus compliqué aujourd'hui, hein, forcément. Il pilote un bateau sur une eau qui n'est pas très haute là en ce moment. Quand on imagine que au 14 juillet, il y avait de l'eau jusqu'au milieu du talus, c'est à se demander où va la flotte. Ça fait un peu oublier qu'on a parlé occitan quand même. Parce qu'en français, Dordogne, je suis d'accord, Dor et Dogne, c'est à peu près plausible. Mais ça a 120 ans, c'est un roc à Jacques, il aura 4 à 5 mètres d'eau sur la route, avec autant de débit. Imaginez un petit peu la différence avec aujourd'hui, 8 mètres de plus qu'aujourd'hui. Heureusement, aujourd'hui, on a des barrages qui vont retenir de l'eau, en donner un petit peu de temps en temps. Bien montrer quand même qu'on surveillait le seul chemin qui emmenait au village. Il passait juste derrière l'église, le chemin, puisqu'au XIVe siècle, l'eau touchait la petite église. Une chapelle du XIe siècle qui a donné naissance à une église au XIVe. Lorsque l'abbé est devenu évêque, on a construit une église ici. Donc on avait construit 7 murs d'enceinte et une dizaine de tourelles pour défendre le village, en plus des protections naturelles, la Dordogne et la falaise. Donc pendant la guerre de 100 ans, ça sera le village le plus sécurisé. Personne n'a réussi à prendre le village par la force. C'est plutôt une performance dans la région. Je vous rappelle que les Anglais étaient juste là. Eh oui, ça c'est une terre anglaise à l'époque. Donc ici en fait on a des maisons assez cossues, les nobles, les artisans, les marchands, les bourgeois de Sarlat, l'église évidemment qui s'installe ici et l'armée sur les hauteurs pour surveiller. Il y a un érudit qui est né dans ce château, dans ce petit château, c'est un manoir, hein, on appelle ça un manoir, parce qu'il n'était pas noble. Ce sont des notables de Sarlat qui se sont installés là au début du XVIe siècle et leur fils va devenir un monument de connaissance et d'érudition, on l'appelle Jean Tarde. Donc ce manoir il est inscrit au monument historique et Jean Tarde est cité très régulièrement dans les revues scientifiques. Oui, voilà, oui, il ne connaissait pas le chômage. Donc ce gars-là, il avait tellement de casquettes sur sa tête que de temps en temps, il faisait 2 trucs en même temps. Donc lorsqu'on l'envoyait à Rome, il rencontrait le pape et les cardinaux, il allait faire des études archéologiques et il en profitait pour aller incognito à Florence pour rencontrer son copain Galilée. Alors maintenant, on arrive sous le château de la Malartrie, c'est un petit château de princesse qui a été construit pour la famille du comte de Saint-Aulaire. Le comte de Saint-Aulaire était ambassadeur de France en Angleterre et il décidait de rendre hommage au grand château périgourdin et en même temps en mettre plein la vue à ses homologues étrangers. Je trouve qu'il a bien réussi son coup. La seule différence avec les châteaux anciens, c'est que celui-là, il a 123 ans. Et il a compilé 2 styles d'architecture, côté féodal à gauche, côté renaissance à droite. Vous avez des fenêtres différentes et une tour différente. La toiture en ronde coiffée de lauze et la toiture en trapèze avec de la tuile et de la lauze en bas, en 2 pans. Voilà. Donc c'est une adorable reconstitution d'anciens châteaux au pluriel, tout simplement. Il n'est pas ouvert à la visite évidemment, il est encore dans la famille qui l'a fait construire il y a 120 ans. Le Périgord pendant le Moyen-Âge, donc on installait les malades ici. Comme on ne savait pas l'origine de la maladie, on supposait que c'était Dieu le responsable, donc on éloignait la malédiction et on l'installait aux abords du village. Comme ça, en cas d'attaque, on avait une malédiction sous la main pour faire qu'on repassait par là aussi. La falaise, la Dordogne, les archers, les malades. Aujourd'hui, le roc à Jacques est considéré comme l'un des villages les plus visités en France. Hein. Donc ça se compte en millions de personnes qui visitent le village. On y accède en traversant les jardins de Marqueissac. On verra tout à l'heure le reste de la falaise et sur les hauteurs, il y a un chemin en fait, le long de la falaise. Quelqu'un est déjà monté sur ce belvédère? C'est dessiné par le nôtre, les jardins du Plantier. Donc aujourd'hui, ils ont été transformés évidemment, mais à l'origine, c'est le nôtre qui s'occupait du jardin du centre-ville. Ah mais il y en avait partout du coup, pas plus à Sarlat qu'ailleurs. Je voulais dire le magasin où ils vendent des sorcières là. Ah bah si, ils sont fait cramer. Non déjà non, on voit un petit peu les cailloux qui apparaissent. Donc mon rôle à moi quand on passe le radier c'est l'espace où il y a les radeaux qui passent en général. Ça va être d'indiquer à Abel l'endroit où il y a le plus. Ça va faire bouger le bateau. Là, il n'y a rien. Là, il y a 40 cm. Avant le passage des arbres, il y a une bourrie, une cabane circulaire en pierre sèche qui a été construite en bord de falaise. On va laisser passer les peupliers.
Donc tout ce qu'on a sur la falaise, avec la croix, il y a un calvaire là-bas tout au fond, il y a une via ferrata juste en dessous. Donc en fait tout ça c'est marqué, ça qui est pratique pour les endroits où il y a peu de profondeur. Et une gabarre de 12 mètres sur 4 sur la moyenne Dordogne, puisque c'est là où nous sommes. La Dordogne est divisée en 3 secteurs, la haute vallée de Argentat jusqu'à Souillac. De Souillac jusqu'à Castillon-la-Bataille, c'est ce qu'on appelle la moyenne vallée ici. Et à partir de Castillon, il y a l'océan Atlantique qui arrive presque jusque là, puisque le Mascaret pousse dans les deux sens. Enfin, le Mascaret pousse dans un sens et le fleuve pousse dans l'autre. Donc on aura de la navigation toute l'année là-bas. Ici c'est entre 6 et 8 mois de l'année. Donc on aura des grandes gabarres comme celle-ci. Et la gabarre de 12 mètres peut transporter 10 à 15 tonnes de marchandises. C'est cadeau. C'est un bon plan ça. Donc voilà, on va recharger les poissons de haute mer, le sel et évidemment tous les produits d'importation. Le café, le cacao, la canne à sucre, les feuilles de thé, les belles boiseries, le coton, enfin. Castelnau, c'est Château Nouveau. Voilà, j'aime bien savoir où je mets les pieds quand j'arrive dans un village. Tous les Castelnau de France et les Neuchâtel, Neuchâteau, Castelnovo, Newcastle en Angleterre ont la même origine. Dès l'an 1000, on a détruit les forteresses en bois pour construire de la pierre. Quand le seigneur détruit une motte castrale en bois pour construire un château en pierre, on l'appellera le château à la frontière entre les deux duchés. Donc en fait, ce château-là, il va être tenu par le seigneur Bernard de Cazenach. Et Cazenach va se convertir à une nouvelle foi à la mode au début du XIIIe siècle, c'est le catharisme. Donc c'est un seigneur chrétien opposé au système catholique romain. Il a refusé l'autorité suprême du pape. Il va considérer que le pape et les catholiques sont un courant qui sont en train de partir un petit peu en saucisse. Donc forcément, il y a pas mal d'exactions, pas mal de machins. Il dit, bon, maintenant ça m'intéresse pas trop la politique et le pognon, donc je vais m'intéresser à Dieu, puis c'est tout. Donc ce sont des croyants purs et durs, des retours plus nombreux et non tempao. Nous n'avons pas peur. Donc il envoie un message clair aux catholiques, il est de retour. Eh bien l'archevêque de Bordeaux va prendre très au sérieux le retour de Cazenach et décide d'attaquer lui aussi le château de Castelnau avec 6 fois plus d'hommes. Donc il va monter d'un cran et c'est un rouleau compresseur qui arrive ici à Castelnau en 1216. Le château aura été pris 3 fois en 3 ans pendant la croisade. Ça c'est une entrée en matière. Ouais. Donc le château il va être donné à l'Angleterre quelques années plus tard. Saint-Louis et Henri III Plantagenet, les deux beaux-frères, les deux rois, ils vont signer un traité pour donner toute l'Aquitaine au royaume d'Angleterre. Parce que Henri III Plantagenet, c'est le petit-fils d'Aliénor d'Aquitaine. Donc le roi d'Angleterre, c'est la guerre de 100 ans qui éclate. Le conflit éclate, il va durer 116 ans. Et pendant la guerre de 100 ans, il va changer de main 14 fois. Donc c'est un château de plaisance qui a été construit sur une base féodale. Alors au tout départ, en fait, à l'époque médiévale, c'est-à-dire au XIVe siècle, les seigneurs de Beynac, le baron de Beynac, en avaient marre de recevoir des visites de Castelnau. Donc en fait, Beynac et Castelnau, c'est les deux frères ennemis. Hein. Ils ont été quasiment construits au même moment, au XIIe siècle. Et donc au XIVe, les seigneurs de Beynac ont construit la tour carrée là, avec des baraquements. Ça a été restauré évidemment, parce que ça a été rasé pendant la guerre de 100 ans. Donc la tour carrée et les baraquements étaient prévus pour une petite troupe armée qui observait les mouvements de troupes de Castelnau. Donc en cas d'attaque sur Beynac, celui-ci prévenait Beynac et récupérait les flancs. Stratégie militaire imparable. Il y a 42 bonhommes qui se déguisent en bonne femme ou en paysan ou quoi que ce soit, ils vont là-bas et ils arrivent, bonjour, bonjour, et ils mettent le feu. Parce qu'il n'y a plus personne là-bas, 78. On est passé de 4000 hectares c'est pour ça qu'on a les aigrettes, le héron cendré. Tout à l'heure j'ai entendu un mortel pêcheur qui passait par là. Il y a des loutres dans la Dordogne. Il y a des loutres. Il y a le bison qu'on a ramené avec la sauvage, c'est une bonne nouvelle. Quand j'étais gamin, le bison pour moi c'était une veste pour mettre pour aller au cinéma, au théâtre. Un peu derrière, boire un coup de flotte. Et puis je vous remercie d'avoir écouté jusque là. Vous êtes bien courageux. Merci. Merci. Pareil sur le coffre. Sur le coffre. Allez, tout droit, tout droit. À gauche, t'as du fond. À gauche, t'as du fond. Là. Tous mes pieds, on est à gauche. À gauche. Laisse-toi porter à gauche. Laisse-toi porter à gauche. Super, merci. Voilà. Laisse-toi porter là. Laisse-toi tout droit.
droite, tu auras les fesses à gauche et ça va repartir là. Et là tu restes tout droit. Voilà, on y va sans forcer, laisse porter. Donc vous comprenez bien évidemment que c'est pas évident tous les jours avec un fond comme ça, mais sinon le reste du temps ça va. Heureusement aujourd'hui il n'y a pas trop de canon et c'est calme. Allez, regardez un petit peu cette jolie carte postale qui nous arrive, le village de la Roche-Gajac. La Roche-Calcaire évidemment, on s'en voit qu'il y a une belle cicatrice en face de nous. C'est l'effondrement de 1957, là, c'est encore gelé. Donc la roche a dégelé entre 9h et 10h du matin, le soleil s'est montré, on a emmagasiné 15 degrés d'un coup. On est passé de moins 15 à 0, donc ça finit par tomber. 3500 mètres cubes de roches qui sont montées. Il y aura 12 maisons emportées et 3 morts. J'ai envie de dire heureusement qu'il était 10h et pas 7h du matin, parce que sinon c'était 50 ou 60 victimes à mon avis. Vous pourrez voir contre la falaise qu'il n'y a plus aucune maison. À l'époque il y avait 5-6 maisons collées à la falaise, on voit encore leur emplacement. On voit les traces des charpentes et les trous et les traces des toitures. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Il a fallu 2 ans pour récupérer la route, hein, pour enlever les décombres. Forcément en 57 on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Là on voit bien les emplacements, on voit les traces triangulaires des toitures. Vous les avez? C'est marquant. Donc pendant une dizaine d'années, le village a été déserté. Les gens ont eu peur évidemment que la roche tombe à nouveau et il a fallu pas mal de courage, pas mal de travaux pour pouvoir récupérer ce village et des gens sont revenus habiter ici. C'était pas les mêmes personnes, donc ce sont redevenus des maisons secondaires pour la plupart. Voilà, donc aujourd'hui, la Roche-Gajac, cette partie-là de la Roche-Gajac sous la falaise est habitée pendant 6-8 mois de l'année et pendant les mois d'hiver, on s'échappe. On va faire un tour. Parce que même si on a installé les filets de sécurité, des boîtiers électroniques, même si on fait des expertises régulières, c'est quand même compliqué de vivre dans un village qui est soumis à cette pression-là. La roche au-dessus et l'eau qui monte. Tous les ans, tous les 2 ans, il y a de l'eau dans le village, malgré cette... Où depuis mon jeune âge, sa beauté me ravit. J'ai vu dans mes voyages des pays merveilleux. Rien ne vaut le village où dorment mes aïeux. Joli clocher, où depuis mon jeune âge, sa beauté me ravit. J'ai vu dans mes voyages des pays merveilleux. Rien ne vaut le village où dorment mes aïeux. Des pays merveilleux, rien ne vaut elle a un petit problème, la fontaine. C'est qu'elle est à sec. Il n'y a plus d'eau dedans. Oh, c'est mince. On ne pourra pas ramener de l'eau.
assez? Miraculeuse qui va soigner tous nos maux, j'espère.